c'est méga grave, je trouve, les réactions de ceux qui veulent en faire ou un martyr politique ou une bénédiction qui soit partie. Les deux sont, ça me gêne, ça m'attriste. Enfin, je sais même pas quoi penser. C'est juste, putain, quelle époque, hein, comme le dit l'émission. De toute façon, les gars, soyons tranquilles. Le message, c'est de l'amour. De l'amour. De l'amour. De l'amour. C'est ça ce qu'il faut dire aux gens. J'ai rien compris. L'autre jour, je suis tombé sur cette stat. Plus d'un Français sur 4 envisage de créer son entreprise en 2025. C'est presque 15 millions de personnes. Et la rentrée, c'est souvent le meilleur moment pour se lancer. Créer sa boîte, c'est excitant, mais entre les papiers, les statuts, le compte pro, les notes de frais, ça peut vite tourner au casse-tête. Et c'est pour ça qu'on a choisi Conto comme partenaire de Silicon Carnet cette saison. Statut, dépôt de capital, publication de l'annonce légale, immatriculation de votre société, Conto est là pour vous accompagner à chaque étape. Et une fois votre entreprise créée, vous profitez du compte pro le plus recommandé en France et d'un outil de facturation intégré. Bref, tout ce qu'il faut pour lancer et développer votre business, l'esprit serein. Vous avez même droit à 30 minutes gratuites avec un expert pour répondre à toutes vos questions. Alors à la rentrée, ne perdez pas votre temps dans l'administratif. Choisissez Conto, ça s'écrit Q-O-N-T-O, pour vous lancer. Allez, retour à votre épisode. Hola, hola amigos, bienvenue dans Silicon Carnet, votre talk show tech et politique le plus incroyable, le plus grand de la Silicon Valley, le tout en français. Ça se passe le mercredi et le samedi. Et cette semaine dans Silicon Carnet, on parle de l'assassinat politique de Charlie Kirk, parce que c'est un choc immense ici aux États-Unis et que je pense que les médias français n'ont pas fait le travail et qu'il faut expliquer mieux ce qui est en train de se passer ici. Mais je vous rassure, on va parler tech avec Anthropic. Là aussi, il se passe énormément de choses autour du concurrent de OpenAI et ça mérite qu'on s'y penche un peu. Puis on parlera du rachat de Spectrum par SpaceX qui pourrait sonner le glas des opérateurs mobiles traditionnels, y compris en France. Go yourself. Cette semaine à mes côtés, Valran Moulet-Berthaud, CEO du groupe Média Le Crayon. Il nous appelle depuis Paris, il est en France et il a troqué la webcam de sa Game Boy qu'il avait la dernière fois. Par contre, il n'a toujours pas changé de coiffeur. Mais toujours le bienvenu, Valran. Salut les amis, salut Carlos, ravi d'être là. Jean-Louis Keguiner, le CEO de Gladia, il fait sa rentrée sur Silicon Carnet. Il fait partie de l'équipe des permanents de Silicon Carnet sur cette saison 7. Bienvenue Jean-Louis. Et il paraît que tu t'es installé aux US depuis. Eh oui, ouais, je suis à New York, moi. Je suis de l'autre côté. Ça y est, tu es parti. Tu n'as pas peur qu'on te taxe d'être un mauvais patriote? Je croyais que d'ailleurs te taxer tout court, parce que à New York, t'es déjà taxé tout court. Ah ouais, non, mais tu seras taxé pareil. Ça changera pas. Bon, un autre qui est parti aussi aux US, mais depuis un petit bout de temps, c'est Angie Ismail, c'est le CEO de Fint AI, qui est une société d'intelligence artificielle qui aide les Chief Financial Officer, tout ce qui est dans le monde de la finance, c'est ça? Ouais, tous les gens qui travaillent vraiment quoi dans les boîtes. Et voilà, et toi tu t'es installé à Miami, tu es notre correspondant à Mar-a-Lago, et on parle souvent de politique ensemble. Voisin de Donald, on fait des golfs ensemble. Voilà, exactement. Bon, c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau rythme. Vous nous retrouvez donc le mercredi 8h30 heure de Paris et le samedi, c'est votre petit supplément pour le week-end. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Pensez à nous mettre 5 étoiles si vous nous écoutez en podcast et rejoignez l'Hacienda. C'est la communauté des fans de Silicon Carnet, c'est gratuit, ça se passe sur WhatsApp et sur Discord. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de cet épisode. Le choc aux US est immense après la mort de Charlie Kirk la semaine dernière. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui dans Silicon Carnet, parce que ce podcast, c'est un podcast qui parle bien évidemment de tech, mais aussi de politique, parce que les deux sont devenus complètement indissociables. Et on va le voir, la part des réseaux sociaux, peut-être, dans la mort de Charlie Kirk, est intéressante à évoquer. Cet épisode, c'est aussi l'occasion d'expliquer qui était Charlie Kirk et surtout ce qu'il représentait ici aux États-Unis. Jean-Louis, Angie et moi, on vit aux États-Unis et je pense que quand on a regardé et écouté les médias français, on a eu le sentiment qu'il y avait une forme de caricature, en tout cas que
on ne présentait pas Charlie Kirk de la même façon que nous, la vision que nous on a du personnage ici aux États-Unis. Je me rappelle, tu m'as envoyé un message sur WhatsApp, Jean-Louis, quelques minutes après l'assassinat de Charlie Kirk, et même si on n'adhère pas aux thèses de Charlie Kirk, t'étais choqué, toi. Tu te disais, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. On était tous choqués. J'étais surpris parce que je vais pas te mentir que aux États-Unis, parler de politique entre collègues, c'est pas des choses qui se font forcément. Les gens sont plutôt discrets sur ces sujets-là. C'est le meilleur moyen de mettre le bazar, on va dire. Et là, le lendemain matin, tout le monde en parlait. Et ça m'a choqué. C'est la première fois que les gens parlaient, que ce soit les gens soient de droite ou de gauche, entre guillemets, au travail. Tout le monde en parlait, mais pas que au travail. Des gens discutaient en règle générale de ce sujet-là. Et c'est la première fois que je vois cette, entre guillemets, ces gens qui se reconnectent autour d'un sujet. Et malheureusement, j'ai pas vu des réactions. J'ai plutôt vu des réactions extrêmes. D'un côté comme de l'autre, et c'est un peu le sujet aujourd'hui de comprendre comment ça se passe, mais ça a été assez violent aux États-Unis, des gens qui étaient pour ce qui s'est passé et des gens qui étaient contre, et quel que soit le bord politique. Oui, ça n'a pas été traité de la même façon ici aux États-Unis que ça n'est traité en ce moment en France, donc c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, avoir votre point de vue. Beaucoup de gens en parlent en France aussi, hein, quand même. Or, mais ils ne connaissaient pas Charlie Kirk, comme nous on le connaît. Ils le connaissaient pas, mais de toute façon, déjà, à la base, le cadrage des médias français par rapport aux États-Unis, c'est toujours partir du principe que les médias français se sont jamais remis du fait que les États-Unis ont un spectre politique beaucoup plus à droite, parce que beaucoup plus capitaliste. Et donc, en fait, faut comprendre que, globalement, un Mamdani, par exemple, donc le futur maire socialiste de New York, c'est quelqu'un qui serait considéré comme le plus à gauche aux États-Unis et comme quelqu'un de centre-gauche en France. Et je pense que si on comprend pas ça, on comprend pas pourquoi un Charlie Kirk, il paraît aussi violent dans ses propos quand on le voit de la France, notamment des questions d'avortement, par exemple. Moi, à titre personnel, ça me rend, mais je comprends même pas comment on peut être encore en train de discuter de ça à notre époque. Mais qui, aux États-Unis, je le rappelle, il y a des États qui ont réinterdit l'avortement, ou en tout cas complexifié l'accès à l'avortement. Et ça, c'est des trucs sur lesquels beaucoup de démocrates sont radicalement contre, et je les comprends, moi je suis comme eux par rapport à ça, mais c'est des choses qui existent aux États-Unis, ce qui nous paraît complètement hallucinant en France. Alors je suis obligé de faire un disclaimer avant cette émission sur les conseils de Gilles Babinet, avec qui je me suis bien pris la gueule ces dernières heures. Mais je dois le dire, et je le dis franchement ici face à la caméra, je n'étais pas d'accord comme Valran avec Charlie Kirk sur bien des points. Non, je ne suis pas climato-sceptique, je ne suis pas croyant, je suis pro-IVG, je suis contre le port d'armes et je ne suis pas trumpiste. Mais ce qui m'a horrifié et qui continue de m'horrifier encore aujourd'hui, c'est ce militantisme aveugle qu'on constate de plus en plus. Et comme Jean-Louis l'a expliqué, on lit entre les lignes aux US et en France. Il l'a bien cherché. J'espère que Trump sera le prochain. Et je me suis dit tout le week-end, et d'ailleurs je l'ai relu ce week-end, qu'il fallait relire L'homme révolté de Camus, et qui explique, lui, dans ce bouquin, qu'il y a un vrai danger à transformer une révolte légitime en croisade idéologique. Et si on n'est pas d'accord, et je le dis ici, sur Camus, qui était vraiment l'écrivain de la nuance radicale et de la mesure, si on n'arrive pas à se retrouver sur cette parole-là, il disait un truc absolument incroyable, il disait « Entre la justice et ma mère, je choisirai toujours ma mère. » Bah moi, entre la justice et Charlie Kirk, je choisirai toujours Charlie Kirk. Et si on n'arrive pas à se retrouver sur cette mesure, sur cette nuance, bah moi je pense qu'on est foutu, et c'est pour ça que j'avais aujourd'hui envie d'en parler. C'est surtout que ce qui, moi, me rend très, très, très énervé sur ces histoires-là, c'est que beaucoup de gens, en fait, au-delà de leur choc ou de leur bonheur de voir cette nouvelle-là, c'est ne pas comprendre qu'en fait, c'est une mécanique qui peut se répéter pour tous les bords politiques. Quand une partie du spectre de gauche en France a voulu très fortement cancel une partie de la droite en France, ils se sont jamais cru que ça pourrait leur arriver un jour. Et ça leur est arrivé aujourd'hui dans beaucoup de canaux, des chaînes Bolloré par exemple, ou d'autres. Ou ils sont cancel, si tu veux dire, à leur tour d'être cancel. Ouais, exactement. Et ça, moi, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Comment on ne comprend pas
que les sales méthodes qu'on emploierait sur nos adversaires idéologiques vont inévitablement se retourner contre nous à partir du moment où elles sont admises dans le débat public. Moi, je trouve que ça frise avec la bêtise en fait à ce stade. Angie, tu l'as rien dit. Tu veux dire un mot avant qu'on rentre dans le sujet et qu'on parle de qui était exactement Charlie Kirk? Ouais, bien sûr. Non, c'est un sujet extrêmement sérieux. En fait, aux États-Unis, il faut se replacer dans le fait que la liberté de parole, la liberté d'expression, c'est inscrit dans la Constitution, Bill of Rights. C'est vraiment un des droits fondamentaux quand on est aux États-Unis. Et du coup, c'est pour ça qu'on a aux États-Unis, je pense, une encore plus grande protestation quand il y a des sujets qui sont abordés, que ce soit au bord de droite ou de gauche. Oui, le débat est plus violent à cause de ce premier amendement peut-être, mais ils sont habitués à cette violence. Exactement, parce que ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression. Et le fait que oui, il y a un assassinat qui soit pour le coup plus que politique, c'est un assassinat dans la vraie vie, quoi. C'est pas juste médiatique. C'est un cataclysme un petit peu pour tous les défenseurs de la liberté d'expression. Et malheureusement, on voit que dans les deux bords, les gens s'en servent. Enfin, ceux qui veulent continuer à attiser les flammes s'en servent pour continuer à faire opposer les bords politiques. Et donc, ouais, quand on regarde ça et qu'on est aux États-Unis, on se demande, tu vois, moi, je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que je fous là, entre guillemets, tu vois? C'était pas ma guerre! C'est pas ma guerre, c'est pas pour ça que j'ai envie d'être aux États-Unis, tu vois. Ouais, je suis devenu américain cette année, en plus. Donc, tu vois, il y a un côté, en fait, je me dis, putain, mais on est dans un pays qui est censé être le pays des droits fondamentaux, dont la liberté d'expression. Et tu dis, en fait, un mec qui donne son avis, et encore une fois, pareil que vous, hein, j'étais diamétralement opposé à ce mec, et il y a quasiment rien que je peux me réunir, si ce n'est le droit de donner son avis, de faire des colloques, de parler, et de débattre en public, quoi. Parce que si t'enlèves ça, il nous reste plus grand chose. Donc ouais, assez touché, et c'est malheureux. Valon, est-ce que tu peux nous expliquer, et c'est intéressant, et je te pose la question à toi, qui est le seul Français parmi nous, enfin le seul en France. Jean-Louis, on est tous, nous trois, on est aux États-Unis, pour certains d'entre nous, on est américains, mais on est toujours français. Mais tu es le seul en France. Et j'aimerais bien que tu avoir ton regard, parce que ça va peut-être constituer un débat entre nous sur qui était Charlie Kirk exactement. Alors, je suis pas un expert du sujet, mais c'est quelqu'un que je suis parce que moi, je regarde évidemment beaucoup ce qui se fait aux États-Unis, évidemment. En gros, c'était un gars d'une trentaine d'années, c'est un 93, je crois, donc il doit avoir 31 ans, et ça fait une dizaine d'années, en fait, qui pilonne les réseaux sociaux avec un format qui est « Prouve-moi que j'ai tort ». Et ce format-là, même si jamais la personne qui le porte, donc Charlie Kirk est quelqu'un d'incroyablement radical, est un format finalement très très ouvert vers l'autre. Parce que faut le dire à la fin, ce format-là, c'est quand même bonjour, je pense mes propres positions. Dis-moi pourquoi je ne devrais pas les penser. Viens parler avec moi, viens échanger avec moi. C'est une approche très démocratique finalement. C'est quand même vraiment une vraie invitation à la démocratie. Alors après, ces idées, c'est pas les miennes et elles sont très 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 radicales. Et parfois, il utilisait aussi la naïveté des personnes qui parlaient en face de lui, qui avaient moins d'expérience. Il y avait une forme d'instrumentalisation en fait, tu veux dire. Complètement. Mais de fait, ça restait un endroit duquel n'importe qui pouvait se saisir. Et j'ai d'ailleurs toujours regretté que des élus démocrates très connus ne soient pas allés pour le challenge en face de lui pour aller le débattre. Pour le coup, ce format-là était absolument génial. Et donc du coup, Kirk, dans cette ligne très conservatrice américaine, a été une des armes de guerre de Donald Trump pour mobiliser notamment la jeune génération en 2024, puisqu'il a été avec son groupe, son mouvement qui s'appelle Turning Point, si je dis pas de bêtises. Donc littéralement le fait de The Right Wing Revolution. Ouais, c'est ça. Exactement, de créer une rupture en fait dans la droite américaine. Il a été mais vraiment un des plus gros influenceurs de la victoire de Trump. Enfin, c'est le mec qu'on mettrait juste derrière Elon Musk dans ses raisons de sa victoire populaire. C'est quelqu'un qui avait un impact plus gros que Vivek Ramaswamy ou RFK quoi. Enfin, c'est vraiment un gars, on parle d'un type qui avait un impact énorme, hein. C'est plus de 10-15 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux tout confondu. Enfin, on n'a pas ce pareil en France. Faut vraiment se rendre compte de ça. C'est-à-dire que les personnalités très mobiles en France sur les idées, donc je sais pas, Camille Etienne, Salomé Saké, Hugo Décrypte, tous ces trucs-là. Sarah Knafo et tout. Sarah Knafo, c'est une élue, c'est pas pareil. Mais c'est très rares sont les gens en France qui ont, même en proportion, l'impact de Charlie Kirk. Et c'est quelqu'un qui a, et je rajouterai peut-être ça pour terminer un peu le descriptif du personnage, était très connu pour des positions
ultra conservatrice. Et quand on dit ultra conservatrice, c'est vraiment le côté un peu néo-réac, c'est-à-dire parfois même plus conservateur que le conservateur. C'est-à-dire qu'il avait même une approche presque anticapitaliste, j'exagère, mais il n'était pas pro-capitaliste, il n'était pas pro-technologie. Enfin, c'était pas la vision très Peter Thiel ou Elon Musk. C'est plutôt une vision très MAGA, c'est-à-dire très chrétienne croyante, aussi, hein, très évangéliste, un peu complotiste sur les bords, climato-sceptique. Old school un peu quand même. Ouais, old avec school. même des retours en arrière sur des droits acquis par des Américains, que ce soit les femmes, les communautés afro, etc. Ou genre il souhaitait le retour un peu en arrière, enfin de ce que complètement. Mais ce qu'on ne lui retirera jamais pour le coup, c'est que le micro en face de lui pour discuter a toujours été ouvert. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça que autant de gens sont choqués. Alors justement, je vous propose d'écouter un petit extrait de à quoi ça ressemblait justement un débat Prove Me I'm Wrong entre Charlie Kirk et ses opposants. Extrait très rapide pour que vous vous rendiez compte de à quoi ressemblait ce genre de joute verbale qu'il organisait dans les campus américains. Do you think men can give birth? I think that Yes or no question. I think that a person who is assigned male at birth, I don't think they Assigned can give birth. male at birth, so people are not male at birth? I think that a person. See, your evidence that college is a scam, my friend. So what do you say in some cases women with IUDs are murderers? Of course not, they're not murderers. So what's the difference between an IUD killing a conceived zygote Because- and like a mother going to Planned Parenthood and killing the fetus in her womb? That was actually the best point somebody made. It's not about the cells. No, It's not about. No, I'm I know. speaking. I'm speaking. No, I'm we're both speaking. No, bunch I'm of cells, speaking. No, okay? I'm speaking. No, I'm speaking. Wanna say it one more time? No, I'm speaking. Hello, everyone. I am Charlie Kirk, founder of Turning Point USA, and I am surrounded by 20 woke college kids. Le private equity, c'est l'une des classes d'actifs les plus performantes au monde. Sauf que j'ai toujours cru qu'elle était réservée aux ultra riches et aux institutionnels avec des tickets d'entrée de plusieurs millions. Et puis j'ai rencontré Bradley Lafont, fondateur de Fondora, qui a décidé de rendre le private equity accessible à partir de seulement 100 €. Fondora, c'est une plateforme qui te donne accès au top 25% mondial des fonds, avec une sélection pilotée par Sanso Longchamp, société de gestion française qui gère 3 milliards d'euros, et les investissements sont sécurisés via des SPV indépendants. Déjà plus de 5000 investisseurs ont rejoint Fondora et ils ont collecté plus de 15 millions d'euros. Si toi aussi tu veux investir dans le private equity, rends-toi sur fondora.fr. Mais je le rappelle, investir comporte toujours des risques et les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Allez, retour à ton épisode. Il y a beaucoup de gens qui sont montés au créneau en France pour dénoncer Charlie Kirk, ses idées, et qui n'ont jamais regardé Charlie Kirk. Jamais. Personnellement, je pense que j'en suis à peu près à 50 ou 80 heures de Charlie Kirk depuis déjà plusieurs mois, parce que ce sont mes filles qui m'ont alerté sur Charlie Kirk, parce qu'il est arrivé à faire quelque chose d'incroyable que personne n'est arrivé à faire ici aux États-Unis, c'est de rendre la parole conservatrice, effectivement, ce que tu dis, Valran, presque sexy sur les campus, alors que on sait que depuis déjà des décennies, cette parole conservatrice sur les campus américains a été complètement étouffée. Les conservateurs, ils existaient, mais ils n'avaient pas vraiment voix au chapitre, ils ne parlaient pas énormément. Et Charlie Kirk, lui, et d'ailleurs, il avait fait un pari il y a 10 ans, il a dit, bah voilà, on se donne 10 ans pour faire que 10% de la jeunesse vote conservateur. Il y est arrivé d'ailleurs aux dernières élections de Trump. C'est pour ça que d'ailleurs que Trump dit que c'est grâce à lui qu'il a gagné ces élections. Il a atteint 13%. Ouais. Et quand on regarde le vote pour l'élection présidentielle, ces 13% ont permis l'élection de Trump. Et donc, il a été un instrument, effectivement, à la fois de redonner une autre image à la jeunesse conservatrice, notamment sur les campus américains, mais aussi de réintéresser les jeunes à la politique. Mais je parlerai pas seulement de donner une meilleure image et tout, je dirais aussi, dans tout phénomène politique, il y a des questions d'équilibre. Et je trouve que la période dans le monde occidental qu'on vit en ce moment est ultra intéressante de ce point de vue-là. C'est des effets de balancier. La politique, ce n'est que des effets de balancier. Et plus un camp a été dominant, voire même violent avec le camp d'en face, plus la prochaine vague va être une revanche ou une vengeance en fonction de comment on veut l'interpréter. Et la doctrine woke, faute de meilleurs termes, j'ai jamais beaucoup aimé ce terme, mais faute de meilleurs termes, la doctrine woke sur les campus
américain qui était réel. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour exprimer des positions juste modérées, ils se faisaient littéralement cancel. On se rappelle de ce documentaire sur l'université Evergreen qui était édifiante, avec un prof qui avait même subi de l'antisémitisme aggravé à cause de ça. En fait, ça a fait que beaucoup de gens ne disaient rien, mais n'en pensaient pas moins. Et c'est là que Charlie Kirk, dans cette histoire un peu, on va dire, de l'histoire de l'opinion américaine, débarque en disant, en gros, peu importe si je suis ultra minoritaire, j'en ai rien à foutre, je vais dire ce que je pense et je vais le dire fort. Et là, commence à avoir une personne, 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes qui disent, ah, en fait, il le dit, il a le courage de le dire, il lui arrive rien. Moi aussi je le dis parce qu'en fait moi aussi je le pense. On se prépare d'ailleurs la même chose en France avec le Rassemblement National, et c'est pas seulement le cas en France, c'est le cas dans énormément de pays. C'était le cas en Italie avec Meloni, ça a été le cas en Hongrie avec Orban, en Pologne avec, j'ai oublié son nom, il est trop compliqué à prononcer, mais ce mouvement de balancier, c'est le résultat aussi, et je trouve que ça doit être une bonne leçon pour n'importe quel camp politique de ne jamais humilier l'adversaire politique. Parce que sinon, il reviendra 10 ans, 15 ans après, et il reviendra encore plus violent qu'il était quand tu l'as, entre guillemets, culturellement battu. Il y a un effet de tempo. En fait, Prove Me Wrong, je suis pas sûr que ça aurait marché aussi bien s'il n'y avait pas eu du TikTok ou du YouTube Short. Et en fait, t'as un truc, c'est que si tu regardes la thèse globale de Kirk, tu peux pas être d'accord. Tu vois, tu peux pas être d'accord. Non, tout le monde peut avoir ses opinions, mais à titre perso, je le suis pas. Je peux pas me dire climato-sceptique, machin. Mais ça, c'est à titre perso. Et individuellement, tu peux être climato-sceptique, mais par exemple être pour l'avortement. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, à chaque fois, tu avais un short sur un sujet. Et en fait, tu adhères à un short ou tu regardes un short, tu dis ouais, je suis pour l'égalité des chances. Je suis pour la liberté de parole, je suis pour... Et donc en fait, tu te retrouves dans une partie du spectre où tu dis tiens, c'est intéressant, quelqu'un qui débat, qui ose débattre. Et t'as un short d'1 minute, puis t'as un autre short d'1 minute, t'as un short d'1 minute. Et petit à petit, tu grappilles. Et en fait, tu as de la difficulté à voir le spectre global de l'idée de cette personne-là. Parce qu'il est tronçonné par parce que c'est bouts, tronçonné. Et à chaque fois, tu vas avoir une petite partie de sa thèse. Et dans cette petite partie de sa thèse, évidemment, il gagne tout le temps. Ouais, il disait, par exemple, quand des Afro-Américains venaient le challenger et lui parler de la ségrégation et des lois civiques qui ont été mises en place en 64 aux États-Unis, il disait, un de ses arguments, c'était de dire, oui, mais comment est-ce que ça t'a impacté? Parce que c'était il y a 60 ans, cette histoire. Donc, toi, t'es dans cette université, et tu étudies, il y a pas de ségrégation. Et il faisait comme ça en plus, c'est un énorme biais du survivant, parce que, évidemment, les seuls Afro-Américains avec lesquels il va débattre sont ceux qui sont à l'université, mais Exactement. Ceux qui ne sont pas à l'université ne sont pas là pour débattre avec lui, alors que c'est eux qui subissent tous les problèmes qui sont dénoncés par le camp démocrate. Exactement. Et il y a c'est aussi une façon, indirectement, de dire, moi, regardez, je n'ai pas fait d'études et je viens parler avec des étudiants dans des universités et ils sont cons comme des branches. Et c'est aussi une façon de montrer à la société américaine que cette élite, ces gens diplômés, ne sont pas à la hauteur. Et ça, c'est une manipulation, clairement. C'était aussi une forme de manipulation contre des élites, quoi. Clairement, ouais, ça c'est clair. On peut lui reprocher ça. Il va pas te montrer un short où il perd. On est d'accord. Ouais. Tu vois. Bien sûr. Mais c'est d'ailleurs toute la malhonnêteté du format, c'est que s'il avait envoyé les shorts où il perdait à ses opposants, là, il aurait été fair play et ça aurait été d'ailleurs un beau moment de démocratie, tu vois. Carrément, je pense que les médias, juste pour rebondir sur les médias sociaux, parce que moi, c'est vraiment le point. Je me suis pas tapé des heures de Charlie Kirk. J'ai pas le courage personnellement. Je comprends votre curiosité intellectuelle, mais moi, j'arrivais pas à suivre plus que ça, mais j'ai vu pas mal de shorts. Et en effet, il y a des débats où tu peux te dire, ah, tiens, il y a une idée ici, en effet, ça vaut la peine d'être débattu, etc. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit depuis 20 ans. Alors, on se dit, ouais, les réseaux sociaux vont nous enfermer dans notre communauté, dans notre bulle. Et on en a parlé pour les élections déjà à l'époque de Cambridge Analytica. Et on en a reparlé là pendant les élections de Trump. Et en fait, c'est malheureux, mais la cause du décès, c'est bien sûr, c'est un mec qui a tiré, mais c'est aussi l'endoctrinement des réseaux sociaux. Il y a un vrai truc, c'est qu'on regarde plus des formats un peu plus longs, un peu plus nuancés. Chacun des opposants politiques, surtout les jeunes. Ouais, bien sûr, ils consomment ce contenu-là. Et les vrais responsables. J'ai pas envie de faire, tu vois, le vieux con à dire il faut limiter interdire TikTok, etc. C'est des vrais débats, mais la vérité, c'est que tu as sur ces plateformes-là des algorithmes qui renforcent, bien entendu, les choses qui marchent. Les choses qui marchent sont des contenus qui sont polémiques
Et donc, ça s'entretient. Et donc, tu vas t'abonner à une chaîne, puis à une autre, puis à une autre, et tu vas rester enfermé dans ton propre avis et pas du tout t'ouvrir au débat. Et donc, quand il y a un débat, pour revenir sur ce que Valorant disait, il est encore plus violent. Et il y a des gens, je pense, qui sont complètement tarés, qui ne savent pas tenir le débat. Et donc, du coup, c'est la violence physique qui va prendre le dessus. Alors, les réactions ici aux États-Unis, sur un plan politique, les grandes figures, qu'elles soient républicaines ou démocrates, les réactions étaient plutôt unanimes. Et quoi qu'on pense des idées notamment de du Kirk. clan Obama. Ouais. Notamment du clan Obama. Exactement, du clan Obama. Mais c'est marrant parce que même Obama, il se fait critiquer, soi-disant parce que sa réaction n'est pas assez, tu vois, compassionnelle envers Charlie Kirk. En fait, tu peux pas répondre. Non, tu peux pas répondre. Si tu regardes Twitter, chaque fois qu'il y a un mec qui réagit, que ça soit un mec de gauche ou, enfin, de gauche, un républicain ou un démocrate, il se fait critiquer parce que sa réponse est soit pas assez envers Charlie Kirk, ou soit pas assez sur justement la dénonciation de l'idéologie de Charlie Kirk. Oui, voilà, de dire non, mais en fait, il a mérité son truc. Enfin, c'est fou. Moi, c'est ça que je trouve assez incroyable, c'est que même les dirigeants et les gens exposés, ils essayent de faire une communication, on va dire, de grands garçons, enfin de grandes personnes, d'adultes, et en fait, ils se font critiquer par des milliers de commentaires, souvent anonymes, qui sont enfermés dans leur truc. Tu vois. Et moi, c'est ça qui me fait le plus mal, je pense, c'est de lire les commentaires en dessous d'un Bernie Sanders, d'un Barack Obama, etc. Deux choses par rapport à ça. La première, j'aurais été incroyablement curieux d'avoir la réaction de Trump s'il avait été dans les chaussures d'Obama aujourd'hui, c'est-à-dire un démocrate radical qui se fait assassiner en public alors même qu'il est dans l'opposition. Je suis convaincu qu'elle n'aurait pas été aussi classe. Absolument. Et ça, je pense qu'il serait important de le dire. C'est sûr. Et la deuxième chose, je pose la question aussi de l'impact de la Chine, de la Russie ou peut-être d'autres pays dans l'agitation des réactions. Et ça me paraît assez peu probable qu'ils ne soient pas en train de eux-mêmes essayer de mettre de l'huile sur le feu. Ah bah, notamment sur TikTok, je vous propose de regarder, par exemple, un florilège de sélection de réactions à la mort de Charlie Kirk qu'on a pu voir sur TikTok. There are a lot of people that are like, no matter what side of politics you're on, you should never celebrate something bad happening to someone. I, on the other hand, do cheer when bad things happen to bad people. Charlie Kirk just got shot. Well, breaking fucking news, folks. Seems somebody just took a shot at one of the Fantafast's favorite 5-mile-wide mouthpieces, Charles Chucklefuck Kirk. Trump a immédiatement réagi, bien évidemment. Il faisait partie de la famille de Donald Trump. C'est comme ça qu'en tout cas il parlait de Charlie Kirk. Et dans son discours, il pointe la gauche radicale et pas la gauche tout entière, comme j'ai pu entendre sur certains plateaux de télévision en France. C'est pas vrai. Trump parle de la gauche radicale. Et clairement, vous êtes d'accord avec moi, il essaye de faire de Charlie Kirk un martyr. Et il dénonce, on l'écoute, la diabolisation du débat politique, ce qui est plutôt un comble quand on connaît effectivement le personnage. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. Et à l'inverse, on a eu, et je sais que vous l'avez écouté, la réaction de Bernie Sanders, la méga classe. La méga classe. Ah bah là, c'est la méga classe. C'est finalement la réaction de ce qu'aurait dû être la réaction d'un président des États-Unis. Vous êtes d'accord? 100%. Ouais. Je vous invite aussi mais d'ailleurs, même sur le Dodge, il avait été méga classe en disant je n'aime pas les méthodes, mais l'idée de tailler dans les dépenses inutiles
pour d'autres dépenses utiles n'est pas étranger à la vision de donc c'est vraiment franchement Bernie Sanders ça a toujours été en fait c'est le dernier démocrate capable de rassembler. C'est un peu le problème des États-Unis, ça s'est vachement polarisé le débat. Et t'as plus de réconciliation. C'est une des raisons pour lesquelles les démocrates pour moi ont perdu aux États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas réussi à prendre la population dans son ensemble et à la rassembler. Et tu vois le discours qu'il fait, c'est un discours entre guillemets de tolérance, en disant tout ta vie se respecte. C'est pas une manière de gérer avec les armes, c'est pas une manière de régler le conflit, quoi, de régler le conflit, je parle politique ou autre. C'est vraiment un des derniers mecs, comme tu dis que là, c'est l'ancienne garde, c'est ceux qui savaient encore débattre comme des humains. Il y a plein de thèses complotistes, hein, et j'ai écouté Idriss Aberkane ce week-end, qui s'en donne à cœur joie aussi, qui a un discours plutôt intéressant hein, sur le fond, mais il peut pas s'empêcher, il ne peut pas, c'est plus fort que lui, il faut qu'il aille mettre une petite dose de conspirationnisme dans ses propos. Il explique que le tir a eu lieu à 180 mètres, qu'un tir dans la carotide, c'est pas possible que ce soit ce gamin qui est tiré. Il explique qu'autour, des gens faisaient des gestes un petit peu comme s'ils donnaient la direction du vent pour le tir. Enfin, et ça y est, il rentre dans le truc et il dit quelque chose ici d'intéressant. Il explique qui crée le doute et c'est compliqué, hein. Ça, il dit ce que je disais tout à l'heure, c'est que Charlie Kirk était en train de s'éloigner. Finalement. Et ça, c'est réel pour le coup. Ça, il a complètement raison là-dessus. Et ça, il a raison là-dessus. C'est-à-dire qu'il était en train de s'éloigner finalement du mouvement trumpiste et il commençait à se rapprocher, comme je l'ai dit, de Bill Maher, de Gavin Newsom. Et il disait, il avait des propos qui étaient de plus en plus mesurés et peut-être, et c'est en tout cas une des thèses qu'avance Idriss Aberkane, que est-ce que c'est l'ultra-gauche qui a liquidé ou un fou ou est-ce que c'est quelque part quelque chose de plus organisé et qui le dérangeait, peut-être même dans son propre camp. Mais je pense que c'est trop tôt pour balancer des thèses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça rajoute en fait à la crispation. Il a raison de poser des questions quand même. Il a raison de poser des questions. Il a pas faux sur certaines choses. C'est pareil, moi j'ai fait du tir pendant des années. Un tir comme ça, tu décides pas le dimanche pour le lundi. Il a le rayon d'exposition, le positionnement sur le toit. Faut trouver les accès pour aller sur le toit. Faut être sûr faut déjà connaître l'organisation a priori de là où ça va être. Faut se procurer de l'arme, faut se procurer les munitions. Alors on est aux États-Unis, mais quand même, faut avoir la position sur le toit. Tu peux pas venir et dire du jour au lendemain, ok, je tire. Ça marche pas comme ça. Il faut avoir pratiqué un minimum. Je sais, les snipers disent ça, c'est pas vrai. Si je te donne une arme, tu vas pas arriver à faire ce genre de tir comme ça sans avoir entraîné avant. Il y a un minimum de préparation, il y a du vent, il y a du monde autour. Le tir dans la carotide, moi je te dis, il a pas visé la carotide, c'est impossible. Il a visé le torse et le truc a fini dans la carotide à cette distance-là. Tu vises pas exactement la carotide, ça c'est impossible. Mais tu vois, il y a des choses, il a pas tort, c'est des choses qui ont été planifiées. Si t'as un bon service de renseignement et que tu fais suffisamment attention, normalement, c'est des choses qui arrivent pas, comme au moment où il y a eu Trump qui s'est fait tirer dessus. Il y a une défaillance des services de renseignement, ça c'est certain, ou des services en tout cas autour de ça. Donc tu vois, t'as quand même un problème qui se passe autour de ça, qui est, je pense, à considérer. Je pense que là aujourd'hui, il y a clairement ça comme sujet. Et le deuxième sujet que je trouve qui est horrible par rapport à ça, si tu veux aller dans le complotisme, le mec, il se fait buter au moment où il est en train de parler du premier amendement, tu vois. Enfin, du deuxième amendement. Des shootings, des mass shootings. Ouais, exactement. Et lui, sa thèse, c'est dire, pour conserver le premier amendement, il est important d'avoir le deuxième. C'est-à-dire, pour conserver la liberté de parole, il est important qu'on ait la liberté des armes. Et le mec se fait tuer. Morts. Et le mec se fait tuer au moment où il tient cette thèse-là, tu vois. T'as tout un truc où tu dis, enfin, Ouais. Et puis ce qui est important de préciser, surtout vu la personne qui a été tuée et le shooter présumé que c'est que les 3/4 des assassinats ou tentatives d'assassinats politiques aux États-Unis sur les 20 dernières années, c'est 75% des mecs d'extrême droite. Contrairement, on va dire, au narratif trumpiste de dire, en gros, la gauche radicale veut nous abattre. T'en es sûr de cette stat? J'ai pas la stat, ouais. Je te l'enverrai, Carlos, pour que tu puisses la mettre dans le montage et tout. Mais cette stat-là, et là, on parle d'organismes publics, hein, pas de stats de CNN ou autre. Donc des gens qui ont commis l'assassinat.
qui ont commis ou tenté de commettre l'assassinat, c'est 3/4 extrême droite. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment t'écris les narratifs, parce que si jamais je vous aurais posé la question avant de vous donner la stat, impossible que vous m'auriez répondu ça vu la période dans laquelle on vit. Si vous êtes toujours là, c'est que vous aimez Silicon Carnet. Et si vous aimez Silicon Carnet, vous devez absolument vous abonner à notre chaîne YouTube ou nous laisser un commentaire sur vos plateformes de podcast préférées. Ça se passe juste en dessous. Cliquez, ça ne coûte rien. Et pour nous, ça veut dire beaucoup. Et ça nous aide énormément pour monter dans les rankings, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Donc, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne Silicon Carnet. Allez, Rififi chez Anthropic. Il se passe plein de choses chez Anthropic. Tech, Carlos. Pardon? Parlons tech, ouais, c'est ça. Tech. Parlons tech. Rififi chez Anthropic. Il se passe plein de trucs chez Anthropic et j'avais envie que, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Anthropic, qu'on en parle. Je vais très vite résumer les différents sujets que j'aimerais évoquer avec vous. D'abord, ils viennent de faire un énorme coup puisqu'ils viennent d'annoncer une levée de 13 milliards de dollars. Avec une valorisation à 183 milliards de dollars, c'est 3 fois plus qu'il y a 6 mois. La valorisation d'Anthropic il y a 6 mois, c'était 61,5 milliards de dollars, c'était déjà colossal. Et aujourd'hui, cette startup a levé plus de 27 milliards. Il y a aussi un procès qui est en cours, notamment sur le sujet des copyrights, qui est très intéressant et qui pourrait faire jurisprudence. Ils ont pas fait un deal? Moi, je crois qu'il y avait un deal, genre on va en parler. 1 milliard. On va en parler. Et il y a aussi un deal, tu parles de deal, qui est en train de se dessiner avec Microsoft. Microsoft qui est l'allié naturel, en tout cas on le pensait, de OpenAI, et qui a lieu, ce deal, au milieu d'une négociation âpre entre OpenAI et Microsoft. Et il y a aussi la position de Dario Amodei face à Trump, justement. Il n'était pas invité au dîner dont on a parlé ensemble, Valorant, lors d'un dernier épisode, et c'est intéressant à observer. Je vous propose de commencer par cette levée de fonds. Donc une réaction. Ça met un peu en perspective, Jean-Louis, la levée de fonds dont on a parlé lors du dernier épisode de Mistral. On en a parlé vendredi dernier. Mistral a levé à peu près 2 milliards de dollars. Ici, on a un Anthropic qui est un peu le numéro 2, lève 13 milliards, 183 milliards de dollars. Une réaction par rapport à ça? Quel banger Anthropic, franchement. Tu peux pas comparer Mistral et Anthropic, c'est deux marchés différents. Ouais, ce que j'allais dire. Ah, ça t'arrange de dire on peut pas comparer. Hein. On peut comparer que l'amende de Anthropic, c'est la levée de fonds de Mistral. Fatality. C'est ça surtout. c'est ça le vrai truc. Non, moi je pense qu'il y a un chiffre que t'as oublié quand j'avais préparé mes petites notes. C'est surtout qu'ils sont en train de passer de 1 milliard à 5 milliards de chiffre d'affaires. Et je pense que c'est important de le dire parce que je crois que dans l'imaginaire populaire, les IA, c'est encore des boîtes qui font quasi zéro de revenus, qui sont un peu pré-revenus. J'insiste auprès du grand public, hein. J'ai les experts tech, quand je vais leur dire ça, ils vont s'arracher les cheveux, mais auprès du grand public, là, je demande aux gens de ma team, bon, ils sont pas là, hein, on est tard en France, mais je leur demande combien fait de revenus OpenAI, Anthropic et tout. Ils vont me dire oui, quelques dizaines de millions, ils sont au début. Non, ça commence quand même à être des revenus. Ça commence à être des revenus sérieux, hein, on se rend pas compte, mais. OpenAI annonce 12 milliards de revenus cette année. 12 milliards de revenus pour OpenAI, 5 milliards pour Anthropic, j'insiste, Revolut, donc, la plus grosse fintech européenne, c'est 5 milliards de revenus 10-15 ans plus tard. Anthropic, c'est 0 à 4 ans, 5 milliards de revenus. C'est quand même massif. Et moi, le truc que je trouve le plus fou à relever, c'est le deal avec Microsoft qui commence à être un petit peu en duplicité. Et d'ailleurs, je trouve que le deal est ultra logique parce que en deep research, donc en gros, quand tu vas aller chercher vraiment de l'information profonde et tout, Anthropic, pour moi, surclasse ChatGPT aujourd'hui. Largement, enfin, Claude surpasse ChatGPT. Alors, je pose plein de questions. Je voulais entendre Jean-Louis là-dessus sur d'abord le revenu de ces boîtes d'AI. Il est réel. Il y a un revenu, effectivement. C'est pas des coquilles vides. Mais quand on regarde les dépenses, elles sont colossales. Hein. Ces boîtes-là sont loin encore d'être rentables. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles lèvent des sommes astronomiques comme aujourd'hui, quoi. Jean-Louis. Ouais, je pense que sur Anthropic, c'est un petit peu plus profond que ça. Si tu regardes qui est rentré au capital, t'as du BlackRock et compagnie.
Ouais, t'as Iconic qui a l'idée, mais t'as du Goldman Sachs, t'as des gens comme ça, donc je pense que t'as un truc un petit peu plus profond que juste de l'investissement financier. T'as des investissements de partenariat. C'est la même chose avec Mistral quand t'as SML qui rentre. Avec SML. Tu commences à avoir de l'investissement stratégique où les gens se disent bon, ok, il y a eu quelque chose. C'est pas que remettre de l'argent dans la machine pour que ça déroule. C'est un petit peu plus profond que ça. Moi, ce que je retiens, c'est surtout qu'Anthropic are the cool guys in the room. Je pense que Sam Altman a provoquer la situation dans laquelle ils sont. Ils se sont comportés d'une certaine manière avec Microsoft, ils n'ont pas été classe avec Microsoft. Je pense qu'ils ont leur statut aussi de boîte qui est très très compliqué. Bien sûr. Oui, on parle peu, mais tout l'enjeu est là. Il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Ils essaient de revenir un peu à partie en faisant des open models un petit peu, mais je pense que c'est plus pour casser les pattes à Mistral qu'autre chose. C'est pour casser l'argument de l'open source. Mais ouais, non, OpenAI a pris un parti, tu vois, on parlait de bipolarité de politique, c'est un peu ça. T'en as un qui a choisi l'agressivité. Le camp de Trump aussi, hein. Ouais, bah voilà, il y en a un qui a choisi un peu le camp Trump et l'autre qui a choisi un camp un peu plus modéré, où on est ouvert à la collaboration avec tout le monde. On est des followers, mais en fait, on a de la collaboration avec AWS, parce que ça fait très très longtemps, AWS a mis des gros tickets, je pense qu'ils ont dû mettre 3 milliards ou un truc comme ça, mais très tôt, hein. Les mecs sont ouverts à la collaboration à peu près avec tout le monde. Et là, non seulement il y a ça, il y a une dégradation des modèles chez OpenAI, sans se mentir, GPT-5 est une déception absolument monstrueuse. Moi, j'utilisais beaucoup ChatGPT, beaucoup Claude en dev, plutôt ChatGPT pour des trucs du quotidien. Je suis passé à Claude au quotidien, parce que le temps que je pose la question à ChatGPT 5, Claude il m'a répondu 8 fois, alors que Claude était quand même très lent. Donc Claude s'améliore, va plus vite, est absorbé énormément par les devs, et t'as une différence d'usage, c'est-à-dire que OpenAI, ChatGPT, t'as du revenu qui est très B2P, business to professional, prosumer. T'as beaucoup de revenus qui est du prosumer. Claude, les trucs qui est le revenu, il vient de choses qui sont très scalables. C'est les devs qui implémentent avec des calls API, avec des choses qui sont beaucoup plus fondamentales que le revenu business to prosumer que fait aujourd'hui OpenAI. Donc, dans le fond, ce que tu es en train de dire là, c'est que Anthropic, sur un plan technologique et idéologique, il coche ta case, quoi. Il coche pas que ma case, la case de beaucoup de monde qui fait l'automatisation. Beaucoup de monde qui fait l'automatisation. Donc ça veut dire automatisation égale PLG, enfin growth qui dépend de l'usage dans l'entreprise et du déploiement au sein des entreprises, qui est beaucoup plus fondamental. C'est une des raisons d'ailleurs du partenariat avec Microsoft. Hein, c'est que Microsoft reconnaît que Claude, les modèles de Claude, notamment en termes de coding, sont absolument en avance sur tout le monde. Et que justement ils veulent intégrer ce Claude, notamment dans la suite Copilot, parce qu'on sait que Copilot ça merde, hein, il y a du bug de partout. Mais c'est pas que Copilot, il y a beaucoup de feedback négatif sur Copilot. Ouais, après c'est tous les produits. Hein. Et je rajouterais la cybersécurité. Moi, c'est pas un domaine que je connais parfaitement bien, mais la sécurité, c'est un vrai sujet effectivement chez Claude. Ouais, c'est clair. Je discutais avec Yasmine Douadi, qui est Madame Cybersécurité en France, qui est une amie, une cliente, une investisseuse, en bref, une meuf absolument géniale, je vous la recommande. Et elle m'expliquait, on discutait un peu, elle m'expliquait que, en gros, les sujets de cybersécurité, c'est des sujets qui sont majeurs pour des gros portefeuilles de clients, les portefeuilles de la défense, les portefeuilles de l'administration publique, et ça non seulement à l'échelle américaine, mais y compris à l'échelle internationale, parce que les questions de cybersécurité dans l'IA, ça va à partir du moment où on commence à avoir de l'IA dans de l'armement, on peut pas rigoler avec la cybersécurité. Et là où OpenAI, comme tu disais, ils sont ultra agressifs sur le prosumer, sur le end-to-end customer, là pour le coup où Claude et Anthropic, ils ont vraiment fait le choix de se dire on va prendre des méga structures et on va être la bonne boîte pour les méga structures. Et je trouve ça trop malin en termes de stratégie. Ils sont super bons les mecs. Hein, ouais, moi je suis un peu plus partagé que vous en fait. Je pense vraiment que Anthropic a la bonne gueule du second en fait. Tu vois, genre là, tu disais, il y a BlackRock qui est venu dessus. En fait, BlackRock, ils cherchent un x2 parce qu'ils se disent que la valo, elle va aller à 500 milliards comme OpenAI. Microsoft, ils cherchent un second aussi pour rivaliser. Pour mettre la pression sur OpenAI pendant leur négo en ce moment. Exactement. Moi, je pense qu'en fait, ils profitent de ça. Mais après, tout cela étant dit, ils ont un très bon produit. Claude, en effet, est super bien utilisé par des développeurs et par énormément de startups qui, elles, pour le coup, n'ont pas forcément trouvé leur business model. Donc, c'est ça qui est aussi un peu dangereux, c'est qu'ils impriment des revenus de boîtes qui sont financées par des VC. Et donc, peut-être que dans 2 ans, si les boîtes, elles n'ont pas trouvé le product market fit, les revenus, ils vont un peu dégringoler. Tu parles de Gladia? Et en plus, non, mais tout le monde, en fait. Enfin,
tout le monde utilise, mais il y a des boîtes de Gladia. Je pense que Gladia, ça va pour vous. Je pense que vous avez trouvé votre business. Et le troisième truc, c'est Claude, enfin Anthropic. Je pense pas qu'il soit adopté bien dans les entreprises parce qu'ils ont pas d'open source. Tant que t'as pas un vrai play open source ou en tout cas un play déploiement dans les infras des boîtes, c'est très difficile quand même de rentrer. Microsoft. Ce qu'ils vont faire avec Microsoft, ils vont te faire une avec un cloud privé. Avec un self-hosté. Mais je pense que c'est Microsoft, c'est pour pousser OpenAI à continuer à travailler avec eux. Je sais pas. Plus que vraiment Claude va rattraper OpenAI. Ces mecs-là jouent aux échecs. Ils ont 3 coups. C'est-à-dire que oui, il y a ça, mais en fait, ils jouent plusieurs coups en même temps. Je pense que il y a effectivement ce que tu dis. Ça crée une pression sur OpenAI, mais je pense aussi que, comme Jean-Louis, il y a un véritable intérêt technologique à dealer avec Anthropic et ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier. Mais Anthropic arrive après Grok, arrive après Google, et à chaque fois on parle jamais de Google, mais en fait Google est en train d'éclater tout le monde sur la course. Très bien de le dire, Engie. Vas-y, déroule sur Google parce que t'as 100% raison. Non, mais même pas. C'est juste pour dire qu'en fait, il faut pas non plus. Alors, en effet, Anthropic, moi, je suis dégoûté. J'avais eu accès au deal peut-être à 15 milliards de valo, tu vois, et donc je me dis putain, ça aurait fait x10. C'était pas cher, 15 milliards. C'était pas cher, ouais, tu vois. C'était un SPV, un truc, donc j'aurais dû. C'était Oussama qui t'avait mis dedans ou non, j'aurais pas reçu mon argent. Fatality. Bonjour Oussama. Et ouais, donc je pense qu'il faut pas non plus décrire Anthropic comme genre le concurrent direct d'OpenAI. Je pense qu'ils sont dans la course, mais ils sont quand même un petit peu derrière. C'est un peu les outsiders sympas. Clairement, par contre, encore une fois, pour mettre en perspective. Tu vas prendre des commentaires là, parce qu'il y a des mecs qui sont des moi j'adore. fanboys. Non mais c'est super. Non mais tu vois, moi j'utilise par exemple un outil qui s'appelle Replit, qui est pour justement créer vibe coding plus on va dire. Et voilà, ça tourne sur Claude et j'adore en fait l'expérience, la rapidité, etc. Néanmoins, voilà, je veux qu'on remette dans la course. Et pour mettre en perspective avec Mistral, en fait Mistral et Anthropic, ils étaient sur la même ligne de départ il y a 2 ans et demi. Il y a 3 ans, je pense qu'ils étaient tous sur la même ligne. Équipe de fous, même type de financement, etc. Et donc ça, c'est vrai que ça fout un peu les boules quand on est français de voir que Anthropic a pris autant d'avance. Franchement, Gemini, tu regardes le footprint de Gemini va tout défoncer. Parce que Gemini, il n'y a pas de problème d'infrastructure, ça scale comme pas possible, il n'y a pas de rate limit, ce qui est un des gros problèmes. Tout le monde est déjà inscrit, ouais, non mais je comprends. Oui, donc en fait, toi, ce que tu dis, c'est que c'est les conditions de marché. En gros, ce que tu dis, c'est que c'est pas la philosophie ambiante, c'est les conditions de marché qui ont provoqué ça. C'est les conditions de marché. Ok, et intéressant. Je pense que ça se défend. En fait, la révolution a pu arriver plus tôt. Google, ça fait, je pense, 8-9 ans qu'ils auraient pu le faire. Ils l'ont pas fait parce que c'est exactement ce que tu as vu Google AI. C'est en train de bouffer Alphabet. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est en train de bouffer. C'est en train de bouffer le search, hein. Oui, c'est clair. C'est en train de bouffer le search. Donc les mecs, ils pouvaient le faire. Ils l'ont pas fait et ils ont gratté 8 ans de revenus. Maintenant, ils ont ce truc-là en face de personne ne sait comment l'utiliser. Et d'ailleurs, OpenAI vient de leur sauver les fesses dans le démantèlement de Google, puisqu'en fait le juge a dit oui, mais il n'y a plus de monopole du search parce que justement aujourd'hui les gens cherchent de plus en plus sur OpenAI et donc Google n'est plus en situation de monopole complet sur le search et donc en fait OpenAI vient de sauver Google. Et nous on le voit, hein, notre trafic à nous. C'est un truc de dingue, hein. Le trafic qui rentre via du GPT, du Perplexity et sur tout, Gladia. Ouais, sur Gladia, pardon, excuse-moi. On voit une croissance, mais qui est délirante, tu vois. Donc, c'est juste que OpenAI a déclenché le truc, ça a suivi avec Claude, avec machin, mais si Google l'avait fait avant, on se serait tous enfermés chez Google, et c'était terminé, de même qu'on s'est tous enfermés chez Google pour la search et compagnie. Donc, je pense que... Ou chez Apple pour notre téléphone. Ou chez Apple sur notre téléphone. Justement, on s'est tous enfermés... sur Apple pour notre téléphone. Il y a une news dont on n'a pas beaucoup parlé en France. Et en préparant cette émission avec Jean-Louis m'a dit mais il faut absolument qu'on en parle. C'est justement le rachat par SpaceX de Spectrum. Visiblement, Musk veut notre téléphone. On en parle tout de suite dans Silicon Carnet. Après les fusées, les voitures et l'intelligence artificielle, Musk veut aussi mettre la main sur le réseau mobile. SpaceX vient de claquer 17 milliards de dollars pour acheter une énorme portion des fréquences radio qui servent à faire passer nos appels, les SMS et des connexions Internet. En gros, c'est un peu comme une autoroute invisible dans le ciel. Il y a que un nombre limité de voies et ça y est,
SpaceX, et notamment avec Starlink, va pouvoir émettre sur ces voies, et c'est absolument énorme, parce que jusqu'ici, Starlink devait négocier avec les opérateurs, notamment T-Mobile ou AT&T, pour brancher ses satellites au téléphone. Mais, Jean-Louis, avec ce rachat, Musk va pouvoir émettre sur ses propres fréquences. Donc, en gros, plus besoin de payer un péage aux opérateurs traditionnels, et ça change tout. Tu nous expliques ça dans Silicon Carnet. Donc SpaceX rachète pour 17 milliards. En gros, il y a une semaine Spectrum qui appartenait à EchoStar. Et alors, faut comprendre Spectrum. Spectrum, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait dire, une alternative à la plupart des gros qu'on connaît, AT&T, Verizon, etc. Ouais, c'est le Free français, quoi. C'est le Free français, ou le SFR français, si tu veux. Et c'est une société qui est plutôt bien implantée, surtout dans les grandes villes. Et il y a un contexte qu'il faut comprendre aux États-Unis et au Canada, c'est que c'est des pays qui sont immenses. Il n'y a pas la concentration qu'on a nous en Europe, et puis il n'y a pas la facilité qu'on a nous en Europe au niveau légal pour le partage des connexions. Donc je vais faire simple, moi j'habite à Brooklyn, c'est pas très loin de Manhattan quand même, une des plus grosses places financières du monde, donc de la fibre, c'est pas ça qui me manque, et pourtant dans mon quartier il n'y a pas la fibre. Et s'il y avait la fibre, si j'avais la chance d'avoir la fibre, ce serait Verizon par exemple qui amènerait la fibre, mais sa fibre elle la partagerait pas avec un autre opérateur. Chose qui est complètement différente en France, puisque Orange a fibré une grosse partie via des subventions évidemment, une grosse partie de la France, avec l'objectif, je crois, France numérique, quelque chose comme ça, avec 95% de fibres sur le territoire. Et les autres opérateurs font un petit peu comme s'ils faisaient du trading entre eux. Tiens, je te partage tel bout de fibre que j'ai fait, et puis toi, tu me donnes un petit peu de bande passante, on fait l'équilibre à la fin de l'année, et puis on se reverse des bouts on va dire des petits bouts de pièces à droite, à gauche pour faire l'équilibre. Ici, ça se passe pas comme ça. Si je veux AT&T dans un quartier avec de la fibre, AT&T va tirer sa fibre. Et chacun doit tirer sa fibre. C'est pour ça qu'il y a des travaux en permanence d'ailleurs, où ils recreusent les tranchées pour repasser une nouvelle fibre. Pour repasser les fibres. Si t'as de la chance, si ça creuse, parce que en vrai, il y a plein de câbles aux États-Unis. Il faut imaginer que les États-Unis, pour ça, c'est un peu un pays du tiers-monde où t'as des poteaux en bois. Notamment, moi, je vois à Miami, on a des ouragans tout le temps. Et en fait, tu peux perdre Internet, tu peux perdre l'électricité parce que les installations, c'est des poteaux électriques. Parce que t'as Bob qui a fait tomber un poteau, quoi. Ah ouais, ou un arbre qui... Donc l'infrastructure, vraiment, il faut la visualiser. Ah non, c'est le tiers-monde pas ici, du tout ce qu'on a en France. À la France, c'est pas le Far West. Ouais. Une des premières fois, moi, j'étais à Montréal, parce que le Canada et les États-Unis, c'est globalement à peu près la même chose. Tu regardais en l'air, j'avais l'impression d'être en Inde. T'avais des tas de câbles partout, et puis, sauf qu'en Inde, bon, ça glace pas, et du coup, t'as pas de glaçons qui se font et qui arrachent les câbles. Ça, c'est la petite différence. Mais donc, en tout cas, pour dire que c'est la grosse différence, et ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que les États-Unis et le Canada sont des pays qui sont absolument faramineux en termes d'espace. On peut pas fibrer partout, on peut pas mettre la DSL partout. La 5G, c'est bien, mais la portée de la 5G est ultra limitée, contrairement à la 4G et la 3G qui étaient beaucoup plus profondes en termes de capacité d'émission. Donc du coup là tu te retrouves sur un truc où les offres ici c'est un petit peu le bazar en ce moment. La DSL est plus assez rapide pour aller regarder Twitch et Netflix et compagnie. La fibre coûte trop cher à passer. La 5G est arrivée mais c'est uniquement disponible dans les villes et c'est pas très fiable parce que ça dépend énormément de la congestion du réseau. Et finalement tu te retrouves avec une offre sur place où la plus fiable, la plus prédictible c'est Starlink. Et tu as un sujet, c'est comment maintenant je pénètre ce marché de l'internet à la maison et de la téléphonie, sachant que je suis Starlink et que c'est pas une évidence que tout le monde va installer sa petite antenne au-dessus de son immeuble parce que les gens ont pas envie de s'emmerder. Et donc là, tu rachètes stratégiquement Spectrum et tu as une base utilisateur monstrueuse et tu peux commencer à installer. Ça veut dire que l'utilisateur n'a plus besoin d'installer sa petite antenne pour capter Starlink, qui peut utiliser tout d'un coup la fréquence de Spectrum. C'est tout le sujet, parce que même moi, en préparant l'épisode, je me disais, attends, pourquoi on a besoin de passer par un câble pour pouvoir réussir à recevoir? Et c'est parce qu'en fait, il y a quand même besoin d'infrastructures terrestres pour trianguler la connexion qui viennent des satellites. Parce que pendant longtemps, moi, je comprenais pas. J'étais en mode, t'as ton téléphone, t'as satellite, c'est bon. Et en fait, t'as besoin d'avoir un truc au milieu de ça pour pouvoir faire passer les réseaux sur la Terre, quoi. Il y a bien un moment donné, il faut que tu transmettes les bits. T'as pas le choix. Et en fait, ce qui est fou, c'est que Spectrum a déjà une base utilisateur installée. Ils ont déjà des antennes ou des câbles qui vont jusqu'à ta maison. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux le mettre dans le réseau de groupage. Donc ça veut dire que quelques kilomètres plus loin, tu peux mettre toi-même
des énormes antennes ou des grosses antennes où tu vas concentrer du réseau téléphonique et tu n'as plus besoin de faire de collaboration avec d'autres, tu n'as plus besoin de revendre du trafic ou d'acheter du trafic aux autres, tu peux te mettre au niveau du système de groupage et ensuite envoyer les bits, les transitions, les bits d'information là-dedans, ou aux antennes 3G, aux antennes 4G, aux antennes 5G, où est-ce que tu veux. Donc en fait finalement tu rachètes l'élément de distribution, un peu comme si Amazon rachetait Whole Foods, où en fait finalement tu achètes quoi? Tu achètes le magasin qui a le pignon sur go-to-market. rue. Ouais, c'est ça. T'achètes le go-to-market, t'achètes la base utilisateur, comme Whole Foods finalement, mais après tu tires parti de toute la supply chain qu'Amazon a mis en place pour alimenter Whole Foods. Et ben là c'est la même chose, tu prends la supply chain d'informations qu'a mis SpaceX et tu viens bombarder tes utilisateurs et ton offre customer. Et il pourrait y avoir une stratégie à la nielle, Jean-Louis, puisque on rappelle que les tarifs pour avoir Internet ici aux États-Unis, je ne sais pas combien tu payes toi à New York, mais moi, une connexion haut débit qui n'est pas illimitée en termes de data en plus, ok, me coûte environ $150 par mois. Pour information, ouais. Spectrum est autour des 70 balles. Ouais. Tu vois, et Spectrum, c'est un peu le free, c'est un peu le moins cher. Ouais. Je suis pas une limited data, mais je dois avoir comme quelque chose, 150 gigs ou un truc comme ça, mais tu payes 70 balles. Donc, ça reste pour l'instant un des moins chers du marché et un de ceux qui a un bon coverage, mais il est quand même assez limité parce qu'aujourd'hui, il a principalement les grosses zones. C'est là où c'est super intéressant de racheter ces gens-là. Un peu comme si tu rachetais le petit, pas cher, mais tu vas utiliser tout son go-to-market, toute sa chaîne de distribution, toute son expertise et tu vas venir. Ton exemple avec Amazon et Whole Foods est très intéressant d'ailleurs, puisque Amazon a racheté Whole Foods et Whole Foods c'était des magasins et on retrouve maintenant les produits d'Amazon chez Whole Foods. Et Whole Foods en Californie est très très bien installé et ils ont acheté finalement le réseau de distribution et le go-to-market pour les produits tu vas plus d'Amazon loin. Fresh. Ouais. Parce que tu dis Amazon, Whole Foods bénéficie de cet élément de distribution, mais tu peux le voir dans l'autre sens. Quand tu es Amazon Prime, tu as des avantages à acheter du Whole Foods. Et là, tu auras la même chose. Quand tu seras SpaceX, tu auras un binding de ton téléphone mobile avec ton offre SpaceX que tu n'avais pas avant. Donc chacun va récupérer l'expertise de l'autre et va pénétrer ces marchés communs. Donc c'est un gros move. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Et je me demande qu'est-ce qui va se passer en Europe. Et c'est une révolution, parce que moi je suis convaincu que Elon Musk il va aller prendre chaque player national en Europe et il va aller les prendre un par un. Peut-être pas forcément l'Europe tout de suite, mais c'est une menace pour Niall et Free, ça? Une opportunité peut-être. Ça dépend en fait si il devient le mec qui est racheté ou le mec face à qui on est racheté. Ouais. Non mais par exemple je prends juste un exemple. Mais en France SFR, on sait très bien que SFR est une boîte qui est une belle boîte d'un point de vue de sa structure, mais qui est surendettée par les manips de Patrick Drahi, au point même que Xavier Niel avait hésité à la racheter à un moment. Et ben en fait SFR c'est un super candidat par exemple pour le fonctionnement. Ça serait un éco-star français que pourrait racheter et donc moi pour le coup je suis convaincu de la promesse d'Elon Musk sur le mobile, de se dire de la bonne connexion un peu partout dans le monde, même dans les zones blanches. Enfin, il peut réussir à vendre des packs un peu globaux parce que on oublie un détail, mais en France, on est quand même dans un pays relativement petit. Donc en fait, il y a des zones blanches. À l'échelle des États-Unis, c'est clair, c'est clair. Si t'arrives à faire les US, tu pourras faire la France, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, t'as quand même de la connexion à 20 minutes en voiture. Aux États-Unis, tu peux avoir 3 heures de bagnole où t'as pas eu une barre, quoi. Ouais. Et donc, en fait, c'est l'idée de se dire, on va pouvoir déployer de la connexion partout sur le globe. C'est vraiment une proposition de valeur qui est super intéressante. Et je pense que on parle beaucoup des fusées, on parle beaucoup des bagnoles et tout, des robots maintenant. Je pense qu'on oublie complètement ce move-là qui peut être une machine à cash pour financer la suite. Mais justement, moi, je pense que c'est ça, ce que tu dis, c'est super intéressant. C'est qu'en fait, le lien entre tout ça, c'est le réseau. Il faut du réseau pour pouvoir faire marcher les voitures, pour pouvoir faire marcher les robots, etc. Et d'ailleurs, quand tu as une Tesla, tu payes un abonnement qui te permet d'avoir du réseau dans ta voiture à distance. Mais ça, ce réseau, Musk il doit le payer. Et ça, alors nous, ça nous coûte cher, mais je pense que lui, ça lui coûte encore plus cher parce que t'imagines la data qu'il récupère avec les robots taxis, avec juste toi ta voiture quand tu roules, il y a tous les capteurs, etc. qui récupèrent de la data et qui l'envoient. Donc en fait, pour avoir ce réseau-là, je pense que l'investissement vaut le coup et finalement est pas très cher. Et encore une fois, c'est cette stratégie de dire regardez ce que j'ai fait aux US, qui est un pays très mal connecté. Maintenant, je vais aller en Europe. Je pense pas que ça sera forcément la cible, mais aller en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et dire voilà, je peux vous implémenter la 5G, la 4G en un claquement de doigts parce que je viens de le faire. Et donc c'est marrant parce que tu parlais de Niel. Il faut juste redire un truc, c'est que Niel avait essayé d'acheter T-Mobile il y a 10 ans ou 11 ans. T-Mobile ou Sprint?
T-Mobile, je crois. T-Mobile, hein, ouais, moi j'ai T-Mobile en tête aussi. Et en fait, c'est ouf parce que donc Xavier Niel arrive un peu aux US, enfin surtout en Amérique latine par Millicom. Il y a eu tout un truc, un peu une OPA sur cette boîte-là. Mais donc, en fait, ils se mènent quand même une guerre à distance. Alors, bien sûr, Xavier Niel n'est pas forcément dans la même catégorie que Musk, mais je trouve ça intéressant. Non, je dirais pas qu'il est en danger, mais s'apprécie pas, effectivement, ouais. Bah, je comprends. Et en vrai. Mais il ne s'apprécie plus. Il s'apprécie à une époque. Mais je pense que Niel a compris le jeu auquel était en train de jouer Musk. Je pense qu'il a compris aussi que Musk est un type qui n'a pas d'amis. C'est vraiment. Ça sert à rien d'essayer d'être ami avec lui parce qu'il en a pas. Exactement. Que tu sois pote ou pas avec lui, si jamais il peut aller balayer ton industrie, il va le faire. Il en a rien à foutre. Et en fait, il est effectivement, et NJ t'as raison d'insister là-dessus, en train de construire un écosystème beaucoup plus cohérent que ce que tout le monde te dit. Et que typiquement, si tu veux réussir à faire fonctionner un robot dans le Colorado, il faut une connectivité qui soit autre que celle du Colorado. Faire fonctionner un robot au sein de Los Angeles, personne n'a de stress. Mais réussir à le faire fonctionner au milieu du désert, c'est autre chose. Je pense que le mec teste comment est-ce qu'il pourrait gérer le coverage d'une planète ou l'expansion de la télécommunication au sein d'une planète. Imagine-toi que tu as sur Mars plusieurs colonies d'humains. Comment est-ce que j'arrive à les faire communiquer entre elles via de la téléphonie, via des systèmes téléphoniques? Et pour moi, je pense qu'il teste ça à grande échelle aussi. Je pense que ça lui coûte pas grand-chose à faire. Et le deuxième truc aussi, c'est que je pense qu'il est en train de pousser l'industrie vers leur robot. Là, je me souviens plus comment il s'appelle. Optimus. En disant, il y a des endroits qui sont pas chers en land, enfin le prix du terrain, du terrain est pas cher. Il y a personne qui va habiter en ces zones-là. Je vais mettre des robots, je vais mettre des factories automatiques et ça nous coûtera pas cher. Et il va contrôler tous ces robots. Moi, je pense je pense de toute façon pour lui tout est cohérent. Mais je pense qu'effectivement ce sujet de Mars. Mais tout est cohérent autour de Mars. Ouais, j'ai vu ça aussi, Jean-Louis, où en fait tu pouvais te dire qu'en gros la fusée c'est pour y aller, le Starlink c'est pour tout connecter, les Optimus robots c'est pour éviter de mettre des humains parce qu'on sait sait pas si ça va marcher. C'est pour terraformer et tout. Non mais c'est assez dingue et c'est assez vertigineux. C'est des Lego. C'est des Lego. Et je rajouterais même que effectivement, si tu le prends d'un prisme un peu plus science-fiction, le type il construit l'armée des droïdes quoi. Enfin il y a vraiment un truc. Non mais c'est ça. Et en plus, tu sais, à chaque fois on fait des épisodes où on parle de Musk un peu comme c'est un illuminé, etc. Donc parfois il a des actions où tu te dis putain c'est un débile profond, notamment quand il parle sur Twitter. Mais en fait quand tu connectes tous les dots, tu te dis non c'est le génie, c'est le Léonard de Vinci plus de notre génération. Et tu vois si vous avez jamais vu la constellation de Starlink en été, alors sortez de Paris parce qu'il faut le voir, mais en fait juste la façon dont tu vois les satellites se déplacer, la ligne. En fait, il y a aucune constellation de satellites qui se déplace de façon aussi lumineuse, aussi belle entre guillemets. Et en fait, tu te dis ouais, ce mec-là, il a 50 ans d'avance sur ce qu'on est capable de commenter là dans l'émission. Et ouais, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Mais Jean-Louis, j'ai envie de vous poser une question. Et on va terminer là-dessus parce que cet épisode est déjà très long. Mais est-ce qu'il a la bande passante? Parce que toi, Jean-Louis, tu me dis le mec il m'impressionne en termes d'exécution, c'est assez taré. On sait qu'il est sur les robotaxis. SpaceX, il y a des lancements qui vont avoir lieu qui sont ultra importants là dans les jours qui viennent. XAI, il est en train de courir après OpenAI et Anthropic. Maintenant, il veut devenir un opérateur télécom. Il y a Tesla qui lui dit c'est bon, je te mets 1 trillion sur la table, mais il faut que tu te reconcentres sur Tesla et surtout que tu arrêtes de parler de politique. Or, on a vu ce week-end que il n'a pas arrêté de parler de politique suite aux événements en Angleterre. Je sais pas, est-ce qu'il a la bande passante ou est-ce qu'on peut miser sur ce mec-là ou est-ce que le mec va, comme une fusée, péter en vol, Jean-Louis? Moi, je pense pas. Je pense que si tu traînes suffisamment avec les devs ou les mecs de SF, c'est des gens qui sont systématiquement frustrés par les bornes qui leur sont mises. Les devs sont des gens qui ont la frustration de ne pas avoir 10 bras ou 20 bras et pour pouvoir coder en parallèle, etc. C'est ça la beauté de l'IA qui est en train de leur apporter Claude et compagnie avec les agents, les sub-agents, etc. Et je pense que ce mec-là a créé des environnements où les ingénieurs sont capables de travailler sans limite et il attire ce type de profil. Et donc tu dis, est-ce que ce mec-là va péter en vol, ce qu'il est capable de faire en parallèle? Les gens qui l'attirent sont les gens ultra brillants qui n'ont aucune limite et qui vont tester tout ça. Donc en fait, il a créé un écosystème, il a créé une réputation où il est possible de le faire parce que rien n'est impossible. Et ça, je pense tous les gens qui auraient dû créer des boîtes
se disent en fait pourquoi m'emmerder à prendre une boîte et faire de l'administratif et me taper l'administration, le IRA, machin, etc. Alors qu'en fait je pourrais juste travailler pour Musk, beaucoup de pognon, aucune limite, aucun problème d'éthique, aucune politique interne, aucune politique externe va venir nous shooter, etc. Fuck all, on y va comme des bourrins. Et ça, je pense que dans ça, il est exceptionnel. Avec tous les défauts qu'il a, évidemment. Je vous invite notamment à aller regarder d'ailleurs le Off the Record que j'avais enregistré avec Karim Bousta, qui était un de ses bras droits et qui est resté aux côtés de Musk. Et ce que tu dis, il le décrit parfaitement. Il dit qu'il a vécu un calvaire, que c'était très difficile, qu'il avait une pression énorme et qu'il n'y a absolument aucune empathie chez le personnage, mais qu'il a fait à côté de Musk ce que il n'aurait jamais pu faire ailleurs, et il y avait une équipe autour de lui qui était absolument incroyable, et que l'absence de politique en interne, justement, faisait que ça rendait tout possible. C'est exactement ce que tu dis. Je vous invite à aller regarder ce Off the Record avec Karim Bousta, qui est absolument génial. Le Off the Records, allez le voir, hein, il est excellent. Mais je rajouterais sur Elon Musk, c'est un truc, moi je suis toujours fasciné à quel point on ne retient pas la leçon sur Elon Musk, c'est la question de la temporalité. Il y a 1 an, Trump est même pas président. 1 an. 1 an. C'est quoi 1 an à l'échelle d'une boîte comme Google, Apple ou autre? Il y a 1 an, il était en pleine campagne présidentielle. Et aujourd'hui, on se demande s'il va avoir un package de 1000 milliards, s'il va devenir un opérateur. Enfin, moi, je trouve qu'on perd notre recul parce il arrive à contracter le temps tellement puissamment qu'en fait, on se rend pas compte de ce qu'il est du coup réellement capable de faire si on lui laisse quelques années devant lui. Et moi, c'est là où je suis toujours fasciné par la manière dont on est tous, moi le premier, dicté un peu par les actualités, par la vitesse à laquelle tout va, parce que en fait, une actualité dingue en chasse une autre. Mais la réalité, c'est que quand on regarde le parcours d'Elon Musk, il est en train d'être en exponentiel, en fait, dans son écosystème et dans sa vision. C'est juste que quand on prend le cours de l'action Tesla, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Monte très fort. Mais aujourd'hui, il a racheté 1 milliard de parts mais si tu prends l'écosystème global de Elon Musk, tu prends l'écosystème global d'Elon Musk, il est en exponentiel depuis des années. Et pour le coup, chaque brique qu'il construit va de plus en plus vite sur l'un et sur l'autre. Et je trouve que Starlink, on n'en parle pas assez, mais Starlink, rien que Starlink en tant que tel, c'est une boîte masterclass, quoi. Il faut pas parier. SpaceX, oui, mais le service Starlink, quoi, c'est... Donc il faut pas qu'il fasse de politique, mais tant qu'il fait il faut pas parier contre lui. Franchement, il faut parier sur lui. Les stocks Tesla. Je vous invite à aller voir l'interview notamment de Elon Musk chez nos amis de All In Podcast. Jean-Louis, tu l'as regardé, et c'est taré le niveau de détail dans lequel il rentre dans cette interview, cette connaissance en profondeur. C'est pas simplement un visionnaire qui dit ouais, on va sur Mars et démerdez-vous derrière. Non, il est au courant, il donne des détails absolument incroyables, et il vient de publier d'ailleurs un nouveau papier sur sa vision et comment est-ce qu'il va l'exécuter. C'est vrai que c'est quoi qu'on pense du personnage. Sur ce podcast-là, il parle des layers d'activation du LLM et tout. Je me dis, c'est pas possible que... Ouais, il connaît tout, c'est une machine. Il connaît tout. Mais je pense qu'il est implanté. Tu vois, de toute façon, t'as des complotistes qui te disent c'est un voyageur du futur. Moi, je pense juste qu'il a déjà Neuralink. Tu vois, il a 5 ans, et il a déjà eu Neuralink. C'est Neo, en fait. C'est Neo, tu sais, dans Matrix, avec le truc, et il se fait flasher connaissance des réseaux neurones. Hop, c'est bon. Ouais. Je connais la politique. Prouve-le-moi. La thèse du fait qu'il aurait déjà Neuralink, je la trouve très très drôle. Le jour où il fait le lancement de Neuralink, le jour où il fait le lancement public de Neuralink, et il dit et en fait, ça fait 10 ans que je suis déjà Neuralinké. Faites comme moi. Faites-moi confiance. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Silicon Carnet jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. On a parlé de plein de choses, mais de choses aussi importantes. On a parlé effectivement de politique en début avec Charlie Kirk, et je pense que c'était important qu'on en parle. Mais on a aussi parlé pas mal de tech, et je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain épisode. Je pense qu'on va pas se poser la question vendredi si la bulle IA va exploser ou pas, et aussi toute cette psychose qu'il y a aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Ça va être très très intéressant. Je vous donne rendez-vous donc vendredi. Je vous donne rendez-vous samedi. Même moi, je me mélange les pinceaux. Le mercredi et le samedi. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et merci de nous retrouver sur l'Hacienda pour continuer la conversation, que ce soit sur WhatsApp et sur Discord. Allez, bye bye. Hasta luego, amigos.